Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission sur la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. L'actualité reste dominée par l'exclusion ou la suspension de Franck Diongo, ex-allié de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a quitté pour un certain nombre d'antivaleurs qu'il a décrié lors de ses dernières sorties médiatiques. D'abord, le jour de son départ de l'Union sacrée, puis tout récemment, Franck Diongo a organisé un meeting au cours duquel il a donné un carton rouge, tout rouge, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas un jour de plus, au terme du tout premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réaction de ces membres du parti ne se fait pas entendre. Ils ont réagi promptement en suspendant Franck Diongo pour ingratitude envers le président de la République et ce parti MLP, le mouvement linguiste progressiste, renouvelle sa loyauté au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui est derrière cette affaire? Est-ce qu'on peut soupçonner le pouvoir? Est-ce que c'est le système de dédoublement d'Hilaire Kabila qui ressurgit? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission avec notre invité. Affaire Villiers Tshimanga. Il y a eu ce scandale de pourcentage, cette affaire compromettante qui a sali l'image de la présidence de la République. Et puis, Villiers Tshimanga, sous pression, a fini par démissionner. Est-ce que la démission de Villiers Tshimanga a-t-elle été négociée par les cabinets du président de la République? Est-ce que c'est la sanction qui allait beaucoup plus améliorer l'image ternie de la présidence après cette affaire compromettante de Villiers Tshimanga? Quid l'ouverture d'une action judiciaire ouverte contre lui? L'homme, pour l'instant, serait déjà au niveau du Royaume de Belgique. Va-t-il venir se présenter demain devant l'officier du ministère public pour répondre aux questions qui lui seront posées? C'est la grande question que nous allons nous poser. Y a-t-il grand besoin maintenant de nettoyer les cabinets du président de la République qu'on accuse d'être remplis de moutons noirs politiques venus des millions de Paris, de Londres et de Bruxelles? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis il y a la CENI qui a réceptionné un tout petit lot de kits électoraux, d'enregistrement, d'enrôlement des électeurs. Va-t-on dire que la situation par rapport à la tenue des élections en bonne date est presque rassurée? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Voilà, merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Nous recevons encore une fois pour vous l'honorable Mike Mukeba Ikoso. Il est l'élu de Lingwala, il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK. Il est cadre au niveau d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. C'est avec lui que nous allons décrypter l'actualité de ce jour. Honorable Mike Mukeba, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Très bien, il faut dire que la dernière émission a été presque carton plein. Si c'est le cas, merci. Les gens m'ont demandé de vous recevoir. Pour tes téléspectateurs. Très bien, les gens m'ont demandé de vous recevoir de nouveau. Mais on va d'abord parler corporation. Vous êtes un ancien journaliste, mais toujours proche de la presse. Vous avez gardé vos valeurs. Tatiana Osango a été victime d'une agression barbare au niveau des alentours de siège de l'ECD. Cette scène macabre de l'agression de notre cancer passe sous la barbe de monsieur le nom m'échappe, le nom me reviendra. Mais depuis, l'ECD a gardé son sang-froid, son silence. Jusqu'il y a quelques jours seulement, une dame qui s'est fait passer pour le porte-parole de l'ECD a pris parole lors d'une émission télévisée pour non seulement condamner Tatiana Osango, qui est victime de l'agression de ces militants, mais aussi accuser ceux qui défendent ou qui dénoncent cette agression barbare de certains militants de l'ECD, des personnes prépayées pour salir l'image de Martin Fayoulou, dont elle redoute un complot pour ternir son image. Honorable Mike Mukeba, je vous ai suivi chez confrère Peter Tiani. Qui serait derrière Tatiana et des personnes qu'on accuse? J'aimerais qu'on se mette d'abord d'accord sur une chose.
les faits sont-ils avérés ou pas? Je n'ai pas entendu cette dame-là dire que les faits ne sont pas avérés. Elle n'a pas rejeté les faits? Non. Les faits sont-ils avérés ou pas? Les faits sont avérés. Elle a présenté une défense maladroite. Elle reproche à Tatiana d'avoir stationné son véhicule devant ou à côté des sièges des décidés. Les sièges des décidés s'arrêtent là où il y a le mur d'enclos. Tout ce qui est devant les sièges des décidés, si elle ne le savait pas, peut-être qu'elle ne sait pas comment fonctionne l'État, quelle est l'étendue du pouvoir de l'État, tout ce qui est devant les sièges des décidés à partir du mur d'enclos, c'est une emprise publique. Ça n'appartient à personne, si ce n'est qu'à l'État. C'est l'État qui en est le propriétaire. Si elle ne le savait pas, qu'elle la prenne. Et c'est aussi l'occasion de demander à Devos, pour qui j'ai beaucoup de considération, que s'il y a à envoyer des gens faire passer le message dans l'opinion pour des questions aussi importantes et sensibles que des questions liées à la liberté, qu'il fasse un bon coaching, qu'il trouve des gens lettrés avec un certain niveau. Donc, cette partie devant les idées, c'est l'emprise publique. Soit, même si ce n'était pas l'emprise publique et que c'était propriété de les idées, que Tatiana stationne son véhicule à cet endroit peut justifier une agression contre elle? Pas du tout. Tatiana a stationné son véhicule et il s'est fait que des militants d'un parti donné ont réagi et ont violenté Tatiana. La réaction de cela, elle a été dictée par quoi ou par qui? Qui les y a poussés? Personne. C'est qu'en fait, ils sont comme ça, préparés à agir par la violence. Ça, nous ne pouvons que dénoncer. Nous ne pouvons que dénoncer. Et ce qui est très regrettable, c'est que ces partis-là se tuent dans toutes les langues. Martin Fayulu a dit motus bouche cousue. Et quand la violence vient des autres, les idées... Comme Maman Marie, par exemple, a été violentée par la police. Monte au Conon pour dénoncer. Et nous associons, nous trouvons nos voix. Puisqu'il s'agit de valeurs communes partagées par tous. C'est regrettable qu'un parti pro-démocratie et qui est engagé dans un combat qu'il définit lui-même comme un combat de résistance se taise quand des droits, des libertés individuelles sont violentées, sont bafouées à ce point. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec l'UDPS. C'est que ces jeunes gens ont trempé longtemps dans la violence et que ça a été toléré par la hiérarchie, parce que je dis bien que ce qui s'est passé devant les sièges des décidés est toléré par le parti. Longtemps, toléré ça a été... par Martin Fayulu, les gars. Bon, tant mieux si tu impites à Martin Fayulu, ça ne me gênerait pas parce beaucoup. Parce qu'il ne parlait pas. Oui, ces jeunes gens-là, oui, de l'UDPS, au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte... Pourtant, il est actif. Vous vous rendez compte que l'UDPS est au pouvoir. Et quel est le mode opératoire? Que de violence, que de la violence. Moi, j'ai élevé ma voix à chaque fois que les idées a été malmenée, à chaque fois que les idées a été empêchés de manifester, à chaque fois que des militants de l'UDP des idées ont été agressés, attaqués. J'ai élevé ma voix, j'ai tweeté. C'est regrettable. Alors là, les idées est en train de nous dire, c'est comme un peu l'UDPS, donc les idées fonctionnent sur base d'une démocratie à compréhension unilatérale. La démocratie, donc, c'est eux. Quand il s'agit des actes de violence contre eux, là, ils dénoncent. Quand c'est eux, à leur tour, qui violentent les autres, nous, là, il n'y a pas à dénoncer. C'est regrettable. C'est regrettable. Je regrette infiniment, infiniment. Et j'ai dit, c'est inadmissible. Nous ne l'accepterons pas. Comme tout autant que nous nous sommes battus et nous continuons à nous dresser au jour d'aujourd'hui contre ces genres de pratiques que nous voyons encore chez les militants de l'UDPS. Nous ne l'accepterons pas. C'est inadmissible en démocratie. Très bien. Alors, d'après Tatiana, parce qu'elle a fait un récit, après avoir été victime de cette agression, vous avez été cité. Vous avez été cité, on dit, voilà, les militants lui reprochent d'avoir reçu à l'époque l'honorable Mike Mukebai dans l'affaire... Je ne vais pas répondre à cette polémique. Il y a eu des malentendus par le passé entre Martin Fayulu et Sidé et bien d'autres compagnons de lutte et moi. Les gens ont cru qu'ils avaient le monopole
des invectives, des attaques, j'ai eu à répondre et cette affaire est close, je n'en parle plus. Si certains ruminent encore autour et que c'est pour ça qu'ils ont pris Tatiana pour cible, je regrette infiniment. Moi j'ai tourné la page, je pense à autre chose, je vois à la possibilité de composer entre nous, les opposants, pour pouvoir faire reculer Félix Tshisekedi. C'est à ça que moi je travaille. Très bien. Deuxième accusation de militants de l'ICD contre Tatiana Osango. Elle a été reprochée d'avoir reçu la femme d'un militant de l'ICD arrêté, gardé jusqu'aujourd'hui à Makala. C'est de l'intolérance, tout simplement. C'est de l'intolérance. C'est de l'intolérance. Elle est en difficulté. Le fait qu'elle vienne demander de l'aide publiquement, ce n'est pas qu'elle écorne l'image de Martin Fayoulou. Elle lance un appel aux personnes de bonne foi qui peuvent la venir en aide. Elle est aux abois, elle n'a pas le moyen de subvenir aux besoins de la famille. Ben, elle l'a fait par le micro de Tatiana. Quel est le péché de Tatiana? Est-ce que c'est pour autant que Tatiana a cherché à écorner l'image de Martin Fayoulou? Si par ailleurs Martin Fayoulou n'est pas intervenu sur ces cas-là, il l'a fait bien peut-être pour bien d'autres. Alors n'en faites pas une action délibérée pour dénigrer Fayoulou, non. Cette dame a le droit de s'exprimer et de solliciter de l'assistance, autant que Tatiana, en tant que journaliste, avait le droit de la recevoir sur son plateau. C'est cela l'intolérance. Ça ressemble à ce que nous reprochons aux gens de l'UDPS. Tout ce qui ne va pas dans le sens de ce qui leur plaît à eux, pour eux, c'est du blasphème. C'est comme si nous étions dans une religion. Donc il y a des blasphèmes, il y a des gens intouchables, des gens que vous ne pouvez pas critiquer. Ça n'existe pas en démocratie. En démocratie, en principe, la démocratie est un régime iconoclaste. C'est un régime qui n'a pas d'idole, qui n'a pas de sacré. Le sacré, il est là où il se célèbre. Les valeurs, hein? Le sacré, non, les valeurs, oui. Ah ouais. Le sacré, il est là où il est célèbre. Mais quand le sacré vient dans la sphère publique et qu'il y a à dire, la démocratie permet de redire et de dire. Très bien. Très bien, honorable Mike Nkebaye. On va prendre le deuxième sujet de cette émission, l'affaire Villiers Chimanga. L'entourage du chef de l'État a désormais une image très écornée après ce scandale des affaires, des pourcentages de faux investisseurs qui ont piégé Villiers Chimanga. L'affaire est allée très vite. L'intéressé a démissionné, mais il s'est défendu, parlant d'un complot contre lui. Et puis après, il y a une ouverture judiciaire contre lui, des enquêtes contre lui. Il est invité, mais on dit qu'il serait présentement au niveau du royaume de Belgique. Honorable Mike Nkebaye, est-ce que, d'après tout ce que nous avons vu, il est certes vrai, l'actualité a évolué, avant même qu'on aborde les volets judiciaires, est-ce que vous pensez que cette affaire vient booster ce qu'on appelle le nettoyage de l'entourage du président de la République? Je ne peux pas parler de nettoyage. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait lui-même promis depuis Mbujimayi, à l'époque constatant des détournements dans l'exécution du projet Chile-Gelou, qu'une fois de retour à Kinshasa, il allait sanctionner, il n'a jamais fait. Il est pris dans une nasse, c'est un système qu'il a construit, mais qui, lui, a construit le système autant que le système l'a construit depuis qu'il est en responsabilité et il ne sait plus sortir de cette nasse. Il est pris en otage par son propre système. Vous ne pouvez pas changer tout un entourage en une fois. Vous ne pouvez pas. Vous avez un bon entourage et au fur et à mesure, vous pouvez l'étoffer, vous pouvez changer une pièce pour une autre. Mais vous ne pouvez pas commencer avec un mauvais entourage et un jour vous dire je vais nettoyer les écuries ou coup de balai, je renvoie tout le monde et je recrute de nouveaux collaborateurs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Donc il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là. Mais ce qu'il y a à retenir dans cette affaire... Vous voulez qu'il puisse continuer avec cet entourage? Non, il continuera avec cet entourage. Il n'a aucune chance de se rattraper. Non, non, ce n'est pas qu'il n'a aucune chance. C'est plus du domaine des possibles. Il ne peut plus le faire. Cet entourage est devenu une nasse. Il ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez un entourage au tout début, un bon, que vous pouvez améliorer au fur et à mesure, abonner. Mais vous ne commencez pas avec un mauvais entourage
à 99%, à un matin, vous pouvez vous imaginer que vous aurez la force, assez de marge de manœuvre pour remballer tout le monde et recruter à nouveau, à mi-mandat comme ça, même pas mi-mandat. Quasiment au terme du mandat, ce n'est pas possible, il ne faut pas rêver. Donc ça c'est clair. Mais ce qui a attiré des leçons dans cette affaire, c'est que cette affaire révèle ce qu'est le système Tshisekedi. En fait, c'est un système supra-institutionnel. Il est au-dessus des institutions de la République. Ce que Didier Tshimanga a décrit démontre qu'il y a des individus qui sont plus puissants que les institutions de la République, qui peuvent assurer protection à des investisseurs, leur obtenir des autorisations et ainsi de suite. Et il a même lui-même mis en avant un bel exemple de sa propre entreprise, Ivanhoe, c'est comme ça je crois que ça s'appelle, avec Kobamine ou Kobame, je n'ai pas bien retenu le nom en fait de la société qui a pris des participations dans Ivanhoe. Il explique comment il a fait le montage. Ce montage ne pouvait être possible que dans un système de corruption. Sinon, Didier n'aurait pas mis son entreprise en place. Il n'aurait pas créé. Ça n'a été possible que dans un système de corruption. Parce qu'en fait, pour mettre en place une telle entreprise, vous êtes dans un ensemble de rouages qui forment un engrenage. Vous devez aller à tel commis de l'État, à telle structure de l'État, ainsi de suite. Alors, si vous arrivez à mettre toutes ces structures au pas, et que vous pouvez vous donner des instructions et que toutes ces structures, tous ces rouages obéissent sans regarder à la légalité de ce qui est fait, ça signifie en ce moment-là que c'est un système. Il ne s'agit pas d'un cas isolé Didier Tshimanga. Ça, au moins, ça nous a été révélé par l'initiative des journalistes. Un groupe de journalistes ont enquêté et ont porté ça sur la place publique. Voilà, nous le savons. Mais les systèmes fonctionnent ainsi. Il y a pire que ce que les systèmes fonctionnent ainsi. Quand vous suivez l'explication, il démontre comment contourner l'État. Mais si un seul individu au plus haut sommet de l'État peut avoir les bras aussi longs, c'est qu'en fait, les institutions de l'État n'existent plus. Des individus ont pris le dessus sur les institutions de l'État. Il promet, il assure à ses investisseurs, entre guillemets, que je vous assurerai des autorisations sans que vous alliez faire le pied de grue chez le ministre, compétent en la matière. Donc vous voyez l'étendue de son pouvoir. Même certains ministres du gouvernement. Vous voyez l'étendue de son pouvoir. En fait, c'est cela, les systèmes union sacrée. Et donc, il a été dévoilé et nous le connaissons. Mais pour le reste, qu'il parle de complot, ben ça c'est risible, c'est ridicule. Quel complot y a-t-il? Quand il explique Ivanhoe, ainsi de suite, ça c'est un complot? Ça c'est un complot? Des journalistes ont fait leur travail. Et c'est courant. Nous sommes surpris ici parce que notre presse n'est pas très professionnelle, excusez-moi, ces qualificatifs-là. Et quelquefois aussi, elle n'a pas de moyens, outre que le contexte politique ne lui permet pas d'être assez indépendant de notre presse. Mais c'est courant en Occident. Ce genre d'enquêtes, elles sont courantes. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité congolaise tombe dans un tel traquenard. Un diplomate, ambassadeur Soumouzé Laurent Désiré Kabila, avait été enregistré par des individus venus habillés avec des djellabas qui s'est présenté comme l'internaute comme un émir de je ne sais où. Et ces gens avaient des enregistreurs sur leur robe. Ils l'ont enregistré. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça le journaliste à l'Occident. Il fait son boulot. Il est à la recherche de la vérité. Il dit comment y arriver. Et pour que des journalistes entreprennent une telle démarche, c'est qu'ils ont entendu dire que ce régime était corrompu. Il fallait trouver la preuve. Parce que souvent, on nous pose la question ici, non? Ah, si quelqu'un, un Congolais, avait dit non, Didier Tshimanga, une entreprise, comment ça s'appelle, Ivanhoe, où est la preuve? Et c'est comme ça qu'on cache la corruption chez nous. On vous demande à vous d'apporter la preuve. Plutôt que les instances compétentes enquêtent et fassent éclater la vérité. Et voilà, les journalistes, on dit non, ce pays est corrompu. Donc ça signifie qu'aussi, nous y allons, que nous trouvons un petit filon, nous allons tomber sur une véritable
caverne d'Ali Baba. Et voilà la caverne d'Ali Baba. C'est un système, c'est huilé, ça fonctionne ainsi. Ouais. Et vous n'en êtes qu'aux premières révélations, il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Ça, je peux vous assurer. Très bien, très bien. ça, je peux vous assurer. Dans le jour qui vient, la semaine qui vient, j'ai eu vent, il y en a d'autres. Vous êtes déjà au courant? J'ai eu vent, il y en a d'autres. Vous serez... Mais les Congolais, les Congolais peuvent vraiment être tranquilles, ils seront bien servis. Ils seront bien servis. Ouais. Les coups il se susurre encore des choses. Les coups ne viennent-ils pas de l'intérieur? Ils viendraient de l'intérieur. Les chapeaux de qui? Aux journalistes de la presse internationale. Ils sont des journalistes indépendants. Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est son journaliste, ces journalistes-là. Ouais. Il se susurre beaucoup de choses, hein, surtout autour de comment on a géré ces derniers mois. La conciliation des comptes avec Sikomine et le contrat chitois. Vous allez en apprendre d'autres sur cette affaire. Ah ouais, nous attendons. Vous allez apprendre. Il y aura que les internautes se préparent pour un autre scandale, toujours sous les régimes Union Sacrée. Honorable Mike Mukeba, j'aimerais avoir votre analyse. D'abord, je pose une question à moi-même et je la laisse en suspens. Est-ce que les Congolais savent qui, au jour d'aujourd'hui, gère, celui qui a la décision, le rapport entre la partie congolaise et les Chinois? Qui gère ça? Bah alors, il faut aller chercher le nom, c'est déjà très grave. Très bien. Celui-là, il essaie déjà. Il essaie déjà. Ouais. Certainement qu'ils vont nous suivre et ils comprendront de qui il s'agit. Honorable Mike Mukeba, j'aimerais avoir votre analyse par rapport à la démission et à la sanction. Qu'est-ce qui aurait été mieux pour le régime? Il avait commis une fête. Non. Non. Il avait commis une fête, une faute très grave. Non seulement sur le plan professionnel, mais c'est une faute très grave qui touche à l'image même de la République, au-delà de Félix Tshisekedi lui-même. On ne pouvait pas lui laisser le privilège de démissionner. C'est un gros privilège pour quelqu'un qui a commis une faute aussi grave que cette. Au plus haut sommet de l'État. Oui, c'est très grave. Cet homme-là aurait dû être interpellé sitôt que la vidéo avait été certifiée, le temps de l'entendre. Et au sortir de l'audition, sa révocation suivait. Au sortir de son audition, sa révocation suivait. Et par la suite, la justice était mise en branle pour qu'il vienne répondre. On lui a laissé le temps de répondre, de quitter le pays. Maintenant, là, il y a une sorte de mascarade. Vous croyez quand même à l'invitation de général? Oui, on lui a laissé. Qui veut l'entendre? On lui a laissé le temps. Lui, au moins, c'est une invitation. On lui a laissé le temps. Les autres, c'est un mandat de compréhension on lui a laissé, ou un mandat d'amener. On lui a laissé le temps de quitter le pays, ainsi de suite. Et puis, c'est une invitation. J'ai vu qu'au-delà de l'invitation, en fait, si on veut aller en termes judiciaires, c'est un dossier RI, c'est une réquisition d'informations, donc ce n'est pas un dossier RMP, hein, où on peut se dire que le ministère public peut le mettre sous mandat provisoire. Pour de faits aussi graves, hein, la justice s'est contentée d'un registre d'informations, voyez-vous un peu. Mais toi, tu as été pris... mandat d'amener. Mandat d'amener. Jimmy Kitenge, enlevé. Pour des propos. Mais pour quelqu'un en fait qui trahit lui-même, combien il est impliqué dans un système de corruption et que lui-même entretient une entreprise avec des prêtres, non, lui c'est un dossier RI, un registre d'information. L'affaire n'est pas prise au sérieux. Hein? Non, c'est comme ici, vous avez vu, Loukala est pris sous mandat d'amener, Gauthier CI, ainsi de suite. Mais il se trouve un bonhomme ici qui s'appelle Jules Mouniéré, qui a tenu des propos très graves, appelant une promenade de santé à Makala. On l'a mis à l'ombre. Le temps que l'affaire s'étasse, au jour d'aujourd'hui, il se montre dans réunion publique aux côtés d'Augustin Kabouya. Vous ne l'avez pas vu? Dans des réunions publiques télévisées. C'est leur pouvoir. Hein? Tu te rends compte? Ben, c'est un peu ça, quoi. Nous avons un Congo, ça c'est... les chics de Félix, ce qu'il a réussi à faire. Un Congo à 2 vitesses, vous avez un Congo, une justice à 2 vitesses, vous avez d'un côté le Congo, Union Sacrée, une petite clique qui pille, qui ruine, cette clique-là peut tout se permettre, et vous avez des millions de Congolais, les autres, qui coupent dans la misère, et ceux-là, monsieur,
Quand un délit est soupçonné sur ta tête, monsieur, tu finis à Makala dans le 24 heures, le temps que... on s'en fout même de la procédure. Le temps que la procédure... Jules Romain Rolapaya a été cueilli. Cueilli dans l'enceinte même. Et ce qui est très grave, c'est qu'il y a une circulaire, ce que peut-être vous les journalistes, vous n'avez pas dénoncé, il y a une circulaire du procureur général près la cour d'appel de Gombe qui interdit d'interpeller des justiciables dans l'enceinte. S'il y a un mandat contre un justiciable, il faut aller le chercher. N'attendez pas qu'il vienne pour une autre raison sur place et vous le prenez là. Il y a une circulaire dans ce sens-là. Malheureusement. Très bien. Alors, on clôture la page Didier Chimanga. L'image de tout un pays a été ternie, mais l'affaire n'est pas prise au sérieux. La justice elle-même envoie une toute simple invitation. Entre-temps, l'homme n'est pas au pays. Bon, que voulez-vous? L'honorable Mike Moukabaye nous promet que dans les jours à venir, il y a un autre scandale, qu'on prenne notre mal en patience pour attendre encore une fois un autre scandale. Ça fait rire, mais c'est extrêmement grave par rapport à l'image de notre pays au niveau non seulement national, mais aussi au niveau international. Alors, on va prendre l'affaire Franck Diongo. Franck Diongo, comme je le disais tantôt, était un grand allié du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'au moment où il a claqué la porte et il a fait un certain nombre de dénonciations sur la gestion calamiteuse de la République par le régime IDPS. Puis après, il a fait une série d'émissions. Jusque le week-end dernier, il a été au meeting pour dénoncer ce qu'il qualifie de la mégestion du pouvoir. Ce complot qui existe est dénoncé aussi par Kaboun de glisser un tout petit peu, donner un peu de jour au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Franck Diongo est net, il a dit pas un jour de plus. Et il a donné un carton rouge, un carton tout rouge à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais d'abord là, je vais relancer d'autres questions. Honorable Mike Moukabaye, vous avez été invité à cette manifestation? Oui, je prépare à cette manifestation. Ouais. Vous pensez que le carton rouge est opportun? Oui, mais il y a quand même une dimension importante dans cette célébration au terrain municipal de Massina, une dimension importante, historique, qui est éludée. C'est que ces jours-là, Franck Diongo célébrait le 19 septembre 2016. Vous savez que ce jour-là, nous avions compté plusieurs morts dans la ville de Kinshasa, du côté de Franck Diongo, tout autant que du côté de l'UDPS. Vous vous rappelez encore l'assaut dans la nuit du 16 au 17 septembre qui a laissé plusieurs corps calcinés au ciel de l'UDPS. Vous connaissez bien cette histoire. Il fallait commémorer cet événement. C'était un moment important. Vous savez que ces jours-là avaient marqué et cristallisé tout le combat que nous menions à l'époque contre Kabila pour qu'il ne modifie pas la Constitution ou que ne s'octroie pas un troisième mandat. Félicitations à lui d'exhumer ce moment. C'est un moment important. Nous devons chaque fois le remettre à la mémoire de tous pour que nous sachions que c'est un moment clé de notre histoire, c'est un moment clé dans le cheminement de la consolidation de notre démocratie. Avant d'évoluer, au passage... Excusez-moi de vous couper, honorable Mike Moukabaye, je vais vous relancer toujours. On ne comprend plus certaines positions de l'honorable Mike Moukabaye. Il est d'ensemble, mais quand il s'agit de Kabounda qui parle, il est présent. Quand il s'agit de Franck Diongo, il est présent. Je me pose la question à moi, si vous comprenez ma démarche, parce que j'ai décliné ma démarche. J'ai décliné ma démarche au tout début en liminaire de cet entretien en disant que mon travail aujourd'hui auquel je me livre depuis plusieurs mois, c'est de rapprocher les forces changementistes pour empêcher que Félix Tshisekedi n'obtienne un second mandat. C'est ce travail que j'ai fait. Vous dites? C'est un travail personnel où s'engage le parti Vous ensemble. croyez que je peux entreprendre une telle belle démarche si je n'ai pas la bénédiction de ma hiérarchie? Vous vous imaginez? Vous pensez vraiment? Katumbi est derrière cette démarche? Non, pas derrière. Il ne peut pas être derrière, ni devant, ni derrière. Je réponds par une interrogation à haute voix. C'est une démarche délibérée, réfléchie et assumée. Donc, c'est clair. J'ai des liens personnels avec certains. C'est beaucoup plus aisé pour moi d'aller vers eux que d'autres cadres d'Ensemble pour la République.
J'ai développé des affinités avec Franck depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Ça, c'est connu. Pour qui j'ai beaucoup de considération. J'ai toujours cheminé avec lui. D'ailleurs, je vais vous révéler au jour d'aujourd'hui, si à l'époque, j'ai vraiment fait le saut pour m'aligner derrière Moïse Katumbi et soutenir l'Union sacrée, entre autres influences que j'ai subies, c'est celle de Franck. Franck m'a beaucoup parlé en privé, il m'a dit qu'il voyait les chefs de l'État, qu'il était convaincu qu'il allait redresser le Congo et qu'il n'était pas disposé à travailler avec Kabila. Donc c'est un homme avec qui je partage une certaine intimité, politique s'entend, et il était normal que je fasse ces déplacements-là. Tout autant que demain, d'autres viendront aussi nous soutenir, nous d'Ensemble pour la République. Ce combat ici, vous ne pouvez pas le mener seul. Même Tshisekedi, qui était le plus grand de nous tous, ne l'avait jamais mené seul. Exactement. Au soir de sa vie, vous avez vu, oui, Tshisekedi père, au soir de sa vie, vous avez vu, il a dû mettre en place des rassemblements pour donner les derniers assauts à Kabila. Donc, c'est tout à fait normal sur le plan pratique et stratégique. Ouais. Donc, revenons sur le meeting des femmes. Alors, j'étais au meeting. Je me suis d'abord félicité du fait que Franck Diongo ait quitté son Lukunga traditionnel, là où il est le plus fort, pour surprendre à Tchangou et faire carton plein. Carton plein. C'est quand même une grosse surprise. Je lui dis bravo et bon vent. Il a passé le message il est clair, pas de deuxième mandat à Félix Tshisekedi, nous allons y travailler entre les forces changementistes. Demain, nous allons passer au concret. Nous sommes encore à un stade de frémissement. Vous savez que cela fait déjà plusieurs mois que j'avais annoncé un attelage. Cet attelage finira bien par se mettre en place. Donc c'est dans cette voie-là que nous nous dirigeons. Et puis j'ai entendu la polémique qu'il y a eu par la suite. Quelqu'un, je ne connais pas. Moi, j'ai fréquenté beaucoup Franck. Hein. Je connais Franck, je connais son parti. Je l'ai entendu sur une radio ici dire que des cadres et des membres du MLP avaient décidé de sanctionner Franck Diongo. Pour ingratitude envers le président de la République. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on amène les affaires d'État sur des questions d'ordre sentimental. J'ai l'impression que Tshisekedi attend des autres qui viennent... Ils sont obligés de l'aimer. Hein. Non. Quand il pose un acte dans les cadres régaliens, il attend des individus une reconnaissance à sa personne à lui. Katumbi doit reconnaître que c'est lui qui lui a restitué le passeport. Franck Diongo doit reconnaître que c'est lui qui l'a sorti de prison. Je ne peux pas comprendre, partager la compréhension qu'ils ont de la démocratie de l'autre côté. Une compréhension tronquée et triquée. Vous rétablissez le droit d'un citoyen. Les droits d'un citoyen. Dans le cadre de vos prérogatives. Mike Moukeba et ainsi de suite, vous n'avez pas à vous en prévaloir. Vous l'avez fait dans le cadre de vos prérogatives. Point barre, ça s'arrête là. C'est d'abord ça. Il faut le leur faire comprendre. Mais aussi, surtout avant de passer à cet individu. Mais c'est les médias qui reçoivent l'individu. J'ai toujours entendu ces médias-là prétendre qu'il était la radio d'information par excellence en République démocratique du Congo. Et quand je le vois faire son travail, je dis si, c'est vrai. Mais en ce qui concerne ce reportage-là, ben ça c'est vraiment de la manipulation. Ces médias a versé dans la manipulation, où il s'est fait manipuler, où il a manipulé l'opinion délibérément. Quand quelqu'un se présente à vous avec une qualité, vous devez la vérifier. Est-ce que c'est un directeur de cabinet qui peut aller faire une telle déclaration? Avez-vous scruté les textes, les statuts du MLP pour déterminer le pouvoir du directeur de cabinet? Sur le plan de principe, un directeur de cabinet, c'est un homme du cabinet du président, ce n'est pas un homme du parti. C'est sur le plan de principe. Ah, c'est le cabinet. Là, beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire. Oui, c'est le cabinet du président. Ce n'est pas l'homme du parti. Ce n'est pas l'homme du parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'agit que dans les limites du cabinet du président, sur instruction du président. C'est comme ça qu'il agit. Avez-vous vérifié sa qualité? Ces médias, a-t-il eu le temps de vérifier sa qualité? Il dit qu'il parle au nom de certains cadres. Ils sont où ces cadres et militants? Ils sont où? Mais c'est de la rigolade là. Donc, les médias en question a participé à une entreprise de manipulation de l'opinion. Et c'est regrettable. Et c'est pourquoi notre démocratie n'avance pas, parce qu'en fait, les médias se prêtent ou sont eux-mêmes à l'instigation de manipulation. C'est dommage. Un directeur de cabinet
Je ne sais même pas comment il s'appelle. Même moi, je ne connais pas ce nom. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'on est bien parti pour les dédoublements du Alors, MLP? non, allons-y d'abord. Si les gens ne le savent pas, le MLP n'est pas un parti qui a été créé ici il y a 3, 4, 5 ans, sur base d'un arrêté ministériel. Non, le MLP fait partie des partis qui ont été reconnus au dialogue intercongolais. Donc il a un statut particulier, je ne vois pas comment vous allez procéder à son dédoublement. Et ça va être ridicule. Ce sont les mêmes méthodes que nous avons fustigées sous Kabila, qui reviennent au galop en plus. Vous pensez que le pouvoir au galop est derrière ça? On prend quelqu'un qui n'est connu de personne, on lui met des propos, et nous savons comment ça se passe. On soudoie un peu ici, les médias ferment les yeux et laissent passer cette manipulation. C'est très regrettable de la part de ces médias-là. Très, très regrettable pour sa crédibilité, pour son image. Très regrettable. Vous pensez que le pouvoir est derrière cette affaire de... Oh, ben ça va de soi. J'ai même vu les gens avancer le montant. Ça va de soi, on sait comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne. Hein? C'est comment ça fonctionne. Donc, voilà. Mais, ben, écoute, beaucoup ont réfléchi autrement. Ben, en tout cas, dans l'entourage de Franck, ils s'en sont pas pleins. La sortie médiatique de cet inconnu-là, ils s'en sont pas pleins. Piton, ils ont pris ça positivement. Donc, pour eux, Franck a fait mouche. S'il n'avait pas fait mouche, il n'aurait pas, le pouvoir n'aurait pas instrumentalisé ces bonhommes-là. C'est comme ça que ça a été pris dans l'entourage de Franck Diongo. Donc pas le temps, il n'y a plus prioritaire devant nous. À défaut de le combat, au niveau de la justice, on préfère quand même passer par les dédoublements. Oh, on ne sait jamais avec le régime Union Sacrée. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Certains de ses proches. Oh, avec le régime Union Sacrée. Il est dans quel état l'Union? Est-ce qu'il continue à s'assumer ou il en regrette? Il regrette d'avoir quitté Félix. Mais comment ça? Il y a 48 heures, il a fait un meeting et le credo est resté le même. Alors votre question, elle trouve sa réponse dans sa dernière sortie. Publique en plus, télévisée. Et là, on va voir ce que la suite nous réserve dans cette affaire de Franck Diongo. Voilà, il faut apprendre à rester tolérant, même quand on ne partage pas le même point de vue. Il a été hier avec vous, il a choisi de vous quitter. Acceptez qu'il fasse l'opposition parce que l'opposition est garantie dans notre pays. C'est son droit le plus légitime. Vous aussi, vous avez été à l'opposition et on ne sait pas vous rappeler ce que vous aviez dit hier contre le pouvoir de l'époque. Si on vous le rappelle, ça sera très grave. Et alors laissez les autres faire leur boulot tranquillement parce que notre pays voudrait que nous vivions dans un état démocratique. Derrick Loukeba, soyez attentionnés. Alors, Mike Moukebaï, avant de finir, il nous reste très peu de temps. On va prendre les derniers sujets de cette émission, la rentrée parlementaire. Elle a eu finalement lieu. Le président Mbosso s'était exprimé. Barwande, Botika Kubundisa Biso, Botika Kotungisa Biso. Et puis voilà, c'est ce qui a retenu l'attention de beaucoup de gens. Le budget a été déposé. En réalité, même si par la dernière émission, vous m'avez donné une réponse stricte, peut-être que vous avez évolué dans vos propres prises de position. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces parlements, non seulement vis-à-vis de cette agression que nous subissons, et c'est par la même occasion, vous allez dire un mot sur la sortie médiatique d'Antonio Guterres et par rapport au budget. Qu'est-ce qu'on attend du Parlement par rapport à l'agression de l'Est et aussi, surtout face à la sortie médiatique très commentée. Cette Assemblée nationale s'est fait appeler aussi la représentation nationale. C'est la loi qui l'a dit. Et vous avez vu. Ouais, c'est la loi qui l'a dit. Vous avez vu quel mépris. Quel mépris cette institution. Quel mépris nourrit-elle vis-à-vis du peuple. Mépris total. Pas d'égard du tout. Il y a une question qui défraie la chronique. Une question importante, fondamentale, sur les revenus des députés nationaux, qui sont surpayés, excessivement payés, à 21 000 $, là où les députés congressmen américains touchent 15 000 $. Les députés français, plus ou moins 9 000 €. Les Congolais, lui, il est à 21 000 $, pendant que le pays
connaît une crise grave. Dépréciation de francs congolais, le pouvoir d'achat s'érode de chaque jour. Là, nous enregistrons maintenant une augmentation du prix du carburant à la pompe. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, eux ont en ce moment-là droit à 21 000 $. Et pour aller en vacances, cerise sur gâteau, puisque eux, il faut les choyer, les gâter. Ils ont touché à la fois, en une fois, 3 mois d'émolument des salaires. Wow. Donc 63 000 $ en une fois. Et je suis sûr que cette sortie massive des fonds a quelque chose à voir avec la dépréciation des francs congolais que nous enregistrons depuis quelques jours, depuis 2 semaines. Quelque chose à voir. Il y a des liens, des causes à effet. Vous avez vu Mbosso fixer l'opinion sur cette polémique? Pas un mot. Pas un mot. Donc lui et son assemblée disent au peuple, foutez-nous la paix, qu'il y en a à voir avec vous. Pas un mot. Nous on mange. Oui, pas un mot. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une telle institution? Avec la majorité Union Sacrée. Mbosso et sa majorité Union Sacrée, je ne dirais pas, et l'Assemblée, parce que dans cette Assemblée, il y a des gens de valeur. Et sa majorité Union Sacrée. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette Assemblée? Rien du tout. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une Assemblée dont le président lui-même a été, il y a quelque temps, à la base d'une alerte, d'une dénonciation grave, mais qui n'a jamais prêté à la moindre conséquence? Laquelle dénonciation a dit quitter les groupes armés. Donc, il se trouve des députés qui sont liés à des groupes armés. Ils ont été sanctionnés? Ont-ils été présentés devant la justice? Non. Ben alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette Assemblée? Rien du tout. Et arrêtez ces discours plaintifs. Vous venez, comme lui-même l'avait dit, Nyon faisait théâtre, mais ça, c'est pas loin du théâtre de dire, ça, c'est vraiment bucolique. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? C'est ridicule. Il y a des problèmes qui demandent des réponses. Et les problèmes est-il bien cerné? Parce que pour déterminer la réponse, il faut commencer par circonscrire les problèmes. Les problèmes est-il bien cerné? La paix à l'Est, ce n'est pas seulement le conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. L'instabilité part de l'Ituri jusqu'au Katanga, avec plus de 120 groupes armés, une dizaine en Ituri, 40 au Nord Kivu, une 60 au Sud Kivu, une dizaine encore dans le Tanganyika. Et ces groupes, certains sont presque des dissidences de FARDC, en ce sens que c'est des militaires de FARDC qui ont quitté l'armée nationale avec armes et bagages pour rejoindre des groupes armés. Et le monde le sait. Et le monde ne sait pas nous faire confiance pour lever l'embargo. Et le monde attend de nous que nous gérions de manière rigoureuse les armes et les munitions. La question du contrôle des armes chez nous. Il y a toute une instance en place qui s'appelle Commission nationale de contrôle des armes qui est inopérante. C'est elle qui doit faire ce travail. Le travail de marquage des armes pour identifier chaque arme, lui donner une particularité et savoir faire la traçabilité de cette arme. L'année passée, une petite opération de marquage des armes a été opérée et dans les affrontements qui ont suivi par la suite, une quarantaine d'armes de FARDC se sont retrouvées dans les mains de groupes ennemis. Ça établit que donc nos armes passent des FARDC au groupe rebelle. Et donc le monde s'est dit que si nous permettons aux FARDC, au gouvernement d'accéder à des armes un peu plus sophistiquées, ces armes vont retrouver entre des mains incontrôlées et la région va brûler. C'est cela la question fondamentale. S'attaque-t-on à cette question? Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais l'une. Ici, il y a quelques mois, ici quelques semaines, il fallait se rendre à New York pour faire un plaidoyer en ce qui concerne la levée des armes. La Commission nationale des armes, de contrôle des armes, s'est retrouvée dépourvue de moyens. Sur la quinzaine des délégués qui devaient faire le déplacement de New York, il n'y en a que 2 qui ont fait le voyage. Et ils l'ont fait avec leurs propres moyens. Très grave. Mais il y a des moyens pour financer un concert ici. Avec votre Abu Dhabi, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ici, un concert à 582 000 $. Les questions fondamentales sont là.
quels sont les efforts que nous fournissons pour que l'armée nationale monte en puissance? Quel est le travail diplomatique que nous menons sur le terrain? Au jour d'aujourd'hui, il nous faut lever une option claire. Regarde encore la voie diplomatique hasardeuse que Félix Tshisekedi est en train de prendre, alors que la Russie est affaiblie, qu'elle a subi des revers et qu'elle n'a même pas bénéficié du soutien de la Chine dans son conflit face aux Occidentaux. Et c'est à cette Russie que la RDC veut s'adresser aujourd'hui, alors qu'il y a un enjeu majeur économique qui amène les implications les Américains à une plus grande implication au Congo. Nous devons nous déterminer face à une alliance claire avec l'un des 5 puissants du Conseil de sécurité. Et pour que ce soit beaucoup plus facile, nous devons aller vers celui-là qui a la même préoccupation que nous, quasiment la même compréhension du monde que nous. Et qui est déjà impliqué ici. Si ce n'est pas les Américains, à la limite c'est les Britanniques et les Français. Levons d'abord cette option, travaillons cette option. Les Américains nous ont là. Ils nous ont là lancé ils ont ouvert une brèche. En fait, ils ont vraiment nous ont lancé une perche. Les Américains nous ont amenés à la conclusion d'un accord stratégique. Qu'avons-nous fait de cet accord stratégique? C'est en vertu de cet accord stratégique que des hommes du renseignement américain sont venus pour voir dans quelle mesure nous aider à l'Est. Mais ce qu'ils ont vu les a ramenés aux États-Unis avec de haut le corps. Et on ne peut pas travailler dans ces désordres-là. Nous sommes là que pour nous plaindre. Non, le monde n'est pas ainsi fait. Nous devons travailler pour que le monde nous prenne au sérieux et que nous développions des relations bilatérales et multilatérales. Pas ce genre de discours Rwandais Botika. Il faut faire monter la main en puissance, construire une dissuasion pour que le Rwanda n'ose plus. Regardez ce qui a fait basculer la guerre en Ukraine. Vous avez vu? C'est l'approvisionnement occidental aux Ukrainiens. Nous n'avons pas des alliés qui peuvent nous soutenir à ce point-là. Et l'approvisionnement, notamment les HIMARS, les lance-roquettes à longue portée, qui ont changé la donne. C'est cela, avoir des alliés. Vous avez vu ce que les États-Unis occidentaux ont fait, puisqu'ils ont des intérêts là-bas. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Les gens ne viendront pas ici pour nos beaux yeux, mais leurs intérêts pas au détriment de nôtres. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qu'il faut construire. Mais vous voyez bien que le premier qui détruit le Congo, ce ne sont pas les étrangers. Vous en avez la preuve avec les déclarations de Vidi Chimanga. Il vous montre comment contourner les intérêts de l'État. Et après, vous allez dire le Rwanda, le Burundi, ainsi de suite. Alors, oui, puisque nous parlons de ses voisins. Ben, le Rwanda, lui, il occupe Bunagana via le M23. Mais vous avez vu qu'ici, nous avons concédé que les forces burundaises entrent sur notre territoire. Parce que nous ne sommes pas en capacité nous-mêmes de faire face à les menaces sécuritaires qui s'expriment dans les sud. On va se résumer pour avancer, honorable Mike. Est-ce que, d'après vos analyses, est-ce que c'est une question directe avec une réponse très précise et brève? Est-ce que le pouvoir, Félix Tshisekedi, dans tout ça, pour que les gens comprennent, est-ce que ce pouvoir a les atouts nécessaires pour trouver les solutions aux problèmes de l'Est? Non. Très bien. Antonio Guterres a pas dit, du tout. Question toujours d'atouts, il a dit non, voilà, le M23 est mieux équipé que la MONUSCO et qu'il faudrait que les 3 pays se parlent. Il a dit, on sait tous que les ADF viennent de l'Ouganda, les FDLR viennent du Congo, un mouvement essentiellement composé de Hutus génocidaires, mais quand on lui pose la question de savoir d'où viennent les M23, il dit non, ils viennent de quelque part. Bon, allons-y, comprenons-nous. Il y a des aspects. Attendez, ce que je vais dire va faire très mal aux Congolais. Soyons objectifs. Je l'ai dit ici, pour arriver à la solution, l'astuce, c'est d'abord de circonscrire les problèmes. C'est ça l'intelligence. Le FDLR sont installés où? Au Rwanda ou au Congo? Au Congo. Depuis quand? Depuis 1994. Donc ça fait au jour d'aujourd'hui 28 ans. Est-ce qu'ils ne sèment pas la mort? Ils sèment la mort. Dans quelle population? Population congolaise. Ils ne tuent pas, ils tuent. Ils ne pillent pas, ils pillent. Les richesses congolaises. Alors vous voulez comparer les M23 et les FDLR. Les FDLR et les M23 sont tous chez nous. Le Rwanda a organisé sa défense nationale
De sorte qu'aujourd'hui, les FDLR ne peuvent pas oser la moindre incursion au Rwanda. Voilà un État. Vous, c'est toujours les plaintes. Le Rwanda a connu ce que nous avons connu, une très grave guerre qui avait complètement dévasté le pays. Et les forces, à l'époque d'Abiyarimana, ont traversé pratiquement avec tout le Rwanda. Je ne sais pas si tu es au courant. Ils ont pris les devises, la monnaie rwandaise dans la banque centrale. Ils ont pris les véhicules de l'armée, les armes, les munitions, les engins de transport en commun. Ils ont traversé la frontière avec. Le Rwanda était dévasté complètement. Mais déjà vers le 2000... Ça arrive en 1994. Déjà vers le 2002, les FDLR n'osaient plus des incursions au Rwanda. Moi, je suis allé au Rwanda en 2003, soit 9 ans après la traversée de FDLR chez nous. Mais il n'y avait plus la moindre menace de FDLR sur le sol rwandais. C'est cela un État. Comment le Rwanda a-t-il pu le réaliser? Décantonner ses forces-là chez nous. Et c'est chez nous que ces forces causent du tort. Ce sont les Congolais qu'elles tuent. Et nous en sommes là à parlementer. Bon, l'FDLR, il vient d'où? Et puis, le Rwanda, lui, a dit que cette menace-là, pas chez moi. Depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui fait que ces FDLR continuent à opérer chez nous et à causer du tort au Congo et aux Congolais? Et le Rwanda, lui, ça ne préoccupe pas, ce n'est pas son problème. Ils aboutaient dehors. C'est à nous de régler le problème des FDLR. C'est un problème pour lui-même et pour ses voisins. Oui, également. il faut régler le problème des FDLR. Il faut le régler. Ils ont développé des affinités avec certains hauts gradés. Et maintenant, là, il est difficile de les combattre. C'est ça le problème. Il faut les anéantir s'ils ne veulent pas de solutions négociées. Ils sont une menace pour la sécurité, la nôtre, pas la sécurité rwandaise. Le Rwanda a pris toutes les précautions et les FDLR les savent qu'ils ne peuvent pas se risquer à attaquer le Rwanda. C'est ça un État responsable vis-à-vis de sa population. Au moins, sur cette question, le Rwanda assure la défense de son territoire. Voilà un État. Donc, ils ont pris le temps, depuis 1994, de construire une armée forte, dissuasive. Nous, ça fait 28 ans que nous ne faisons que pleurer. Kabila, aujourd'hui Félix, demain, jusqu'à quand? Très bien. Alors, et alors, la nuance maintenant en ce qui concerne le M23. Nous devons nous mettre d'accord. les M23, attendez, ils viennent du Rwanda. Guterres dit autre chose. Attendez, soyons objectifs. Les M23 sont-ils des Rwandais ou des Congolais? Les M23 bénéficient-ils de l'appui rwandais ou pas? Le Rwanda se trouve-t-il infiltré derrière les forces du M23, oui ou non? Il faut répondre à ces questions. Ces M23 vous ont dit que nous avons négocié avec Félix Tshisekedi. Donc ils ont obtenu une reconnaissance de Kinshasa. Ils étaient parqués en Ouganda et au Rwanda, pas comme des étrangers, comme des réfugiés congolais. Mais là, vous voulez faire quel débat pour dire que non, ils ne sont pas congolais? Vous voulez faire quel débat avec qui? Le débat, c'est autour du soutien qu'ils ont. Voilà le vrai débat. Voilà le vrai débat. Ouais. C'est ça le vrai débat. Ces gens avaient quitté le pays, ils étaient réfugiés congolais. Le régime de Félix Tshisekedi a négocié avec eux. Arrêtons de tromper l'opinion. Il a négocié avec eux. Donc il leur a octroyé une reconnaissance. Et au jour d'aujourd'hui, puisque le régime n'est pas capable de faire la guerre, alors on s'en tient à des proclamations, c'est des terroristes. Quels terroristes? Ça, vous pouvez continuer à le dire de manière unilatérale, personne ne vous croira au monde. Ce n'est pas comme ça qu'on change le rapport de force. Le rapport de force doit être changé autrement. Obtenir la condamnation du Rwanda, c'est que nous n'arrivons pas. Ceux qui ont parlé de diplomatie active agissante, Blinken est venu ici, il nous a renvoyé dos à dos avec le Rwanda. Guterres aussi, est-ce que... Pratiquement. Donc la position de la communauté internationale sur la question est connue, arrêtons de pleurer. Travaillons pour changer la donne. De qui? La faiblesse du pays. Est-ce que le pays... Mais quand je vous dis que pour une mission aussi importante que le plaidoyer à New York sur la question de lever l'embargo, il n'y a que 2 délégués sur une quinzaine qui font le déplacement et qui arrivent là-bas. Lors de ces assises-là, chaque pays organise ce qu'on appelle le side event. C'est des activités parallèles, mais qui vous permettent d'inviter des pays impliqués
et puis de présenter votre position et de le persuader de vous soutenir. Donc les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 dollars pour organiser un side event, le Congo n'en a pas. Pas un side event, un side event pour les concerts. Pour les concerts. J'aurais même appris que chaque week-end là-bas, il y a toujours des concerts. Des défilent. Allez, vous vous plaignez par la suite. C'est pas ça, mon cher frère. Un État ne se construit pas de cette façon-là. Très bien. Ça fait une vingtaine d'années. Nous condamnons tout le temps la communauté internationale, la MONUSCO. Posez la question aux dirigeants d'aujourd'hui, comme c'est dire. Où est la moindre caserne qui a été construite en 20 ans? La moindre que toi tu as vue. La moindre. Au jour d'aujourd'hui, nos camps militaires sont squattés. Les militaires eux-mêmes s'approprient des terres et construisent des maisons qu'ils louent ou qu'ils vendent. Vous vous imaginez dans quelles conditions, dans quel état d'esprit se trouvent nos militaires? Où est la moindre caserne militaire? Où est le moindre dépôt d'armes? La moindre armurerie qui a été construite? Montrez-la-moi. Avez-vous déjà vu nos militaires un jour, parce que c'est des choses qui se font sur la place publique, vous avez déjà entendu que les FARDC entreprennent des manœuvres militaires de grande envergure? J'ai vu les défilés de la garde républicaine. Vous avez déjà vu de manœuvres militaires? Moi, j'ai vu un défilé. De grande envergure. Tu sais, les nations du monde les font. Une marche des santé. La garde de Félix. Toutes les armées du monde les font régulièrement. Et même des fois, certaines armées les font en mix. Dernièrement, ici, l'armée américaine l'a fait avec les forces marocaines. Vous avez déjà vu de manœuvres à grand... Mais à quoi sert? On a vu les meetings aériens. Mais est-ce que nous avions, nous avons présenté un seul aéronef? Ridicule. Mon cher frère, les manœuvres militaires sont organisées pour maintenir les militaires en l'état. Et psychologiquement et physiquement. Quand un militaire rentre du CI, du centre d'instruction, et qui reste là 15 ans. 20 ans. 20 ans, sans le moindre exercice. Mais vous croyez qu'il est encore en état d'aller au front, et de se battre et de gagner une guerre? Pas de manœuvres militaires. Non seulement que, bon, il n'y pense pas, mais le moyen, parce que ces manœuvres militaires, c'est en fait un simulacre de guerre. C'est une guerre simulée. Et vous le faites avec des tirs réels. C'est une guerre simulée. Donc vous déployez les engins, vous allez brûler du carburant, ça va vous prendre 1 million, 5 millions, 10 millions de dollars, ces même militaires. On ne le fait jamais. Alors comment vous pouvez compter sur notre force? Ça, ce sont des choses à faire à l'interne. Vous ne passez votre temps qu'à stigmatiser le monde, à condamner. Mais ce qu'il y a à construire à l'interne, pour que le monde nous prenne au sérieux, on ne le fait pas. L'argent de l'État va dans la poche des individus. Les députés sont surpayés. 21 000 dollars. Très bien. Plutôt que de faire des économies pour pouvoir trouver de moyens et donc financer les autres secteurs. Honorable Mike Mukebai, je vais vous relancer. Toujours, on reste avec les derniers aspects de la sortie médiatique d'Antonio Guterres. Lui, il est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il a dit que l'M23 est mieux équipé que la force de la MONUSCO. Beaucoup de communicateurs, beaucoup les hommes du pouvoir soutiennent que c'est un aveu d'échec, des faiblesses, et que la présence de la MONUSCO n'est plus justifiée. Vous parlez de quel aveu d'échec? C'est quel aveu d'échec? dit que la MONUSCO, nous, on ne peut rien. La MONUSCO, nous, on ne peut rien. La MONUSCO, vous devez comprendre vous devez comprendre la philosophie qui se profile derrière le déploiement de ce qui a été la MONUC, ensuite la MONUSCO. Cette force est arrivée ici en force tampon, quitte à profiter de ce moment-là pour que le Congo construise son armée. Ça fait aujourd'hui près de 22 ans. Et vous n'avez rien fait. S'il y a échec, c'est vous, c'est nous. Ok? C'est clair, 22 ans, 20 ans, nous n'avons pas pu construire notre armée, ni moins encore la police, renforcer nos services de renseignement. Nous sommes coupés de toutes les grandes écoles de renseignement du monde. Aucun de nos agents ici ne peut être reçu à la CIA ou au Mossad pour une formation. La dernière génération, mon Dieu, c'est depuis François Béa. Oh là là. Vous vous imaginez un peu. Le monde ne nous fait pas confiance. C'était à quelle année? Eh bien, sous Mobutu. Oh là là là. Le monde ne nous fait pas confiance.
On dit, ces gens-là, ils sont capables de vous envoyer ici des agents à former et lesquels vont faire des fonctions pour aller vendre cette intelligence ailleurs ou lesquels peut-être vont rester sur votre sol plutôt que de retourner faire profiter de leur pays, de leur cette intelligence. Le monde ne me fait pas confiance. Tout ça, on n'y réfléchit pas. Plus personne ne nous fait confiance. Vous avez eu la génération de François Béat et avant lui, la génération de Georges Leta Mangassa, l'ancien patron de l'ANER, sorti de prison récemment dans la fausse affaire où il avait été impliqué de l'assassinat de Mouzé, qui a fait la CIA, qui a fait le Mossad. Plus rien au jour d'aujourd'hui. Le Rwanda que vous suicidez est en parfaite collaboration avec les grands services dans le monde de renseignement. Parce que la force de service de renseignement, c'est aussi l'échange de renseignements entre services alliés et amis. Nous, qui sont nos services alliés et amis? Allez demander là-bas. Sinon, à quelques moments, on peut leur donner une information quand c'est nécessaire pour la sûreté d'État. Mais ils ont qui comme services amis et alliés avec qui ils échangent en permanence? C'est ça le problème. Vous passez votre temps à pleurnicher avec des chèques de la MONUSCO. La MONUSCO ne vient pas. C'est battre pour vous. Non seulement la philosophie qu'il y a derrière, mais les corps expéditionnaires qui composent la MONUSCO, ce ne sont pas des hommes des Nations Unies. Ce sont des corps expéditionnaires des nations, des contingents des nations, de les Tanzaniens qui sont ici présents. Si jamais ils s'engagent dans un front, sur les 500 qui sont ici, et que 200 meurent, tombent au fond, l'opinion publique tanzanienne va s'en émouvoir. Elle va demander le rapatriement de ses enfants. C'est aussi simple que ça. Ce sont nos enfants à nous. C'est à nous de nous battre. C'est cela. C'est cela ce qui est clair. Alors, j'aimerais qu'on nous vote par rapport au départ. Parce que émotive. Je ne veux pas de ces débats de départ. Ouais. Je ne regarde pas ces débats. MONUSCO présente ou pas présente, la situation restera la même. Non, donc nous sommes. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent être éclairés. Non, attends. Il y a des gens qui veulent être éclairés. Attends. Il ne faut pas tomber dans la manifestation, dans la manipulation du régime Union Sacrée, qui a trouvé un exitoire. Faute de trouver des solutions à la situation d'insécurité à l'Est, parce qu'on nous avait promis que l'état de siège allait régler la question et que par la suite la mutualisation de troupes avec l'Ouganda allait restaurer la paix, que ce n'est pas fait. Alors on trouve un exitoire. L'exitoire, c'est comment d'entraîner la colère de la population vers la MONUSCO. Et comme ça, eux, ils sont dédouanés. C'est cela, c'est juste une simple stratégie. C'est une manipulation. Donc c'est comme ça, plutôt que de répondre, plutôt que le communicateur du problème réel, comment restaurer la paix, la MONUSCO doit partir. Et là, je leur dis une chose, moi je veux qu'elle parte très vite, la MONUSCO. Et tu sais pourquoi? Parce qu'une fois la MONUSCO partie, de comprendre les limites. La colère là, elle reviendra vers eux. Ça, et avec plus de virulence. Moi je veux que la MONUSCO parte même immédiatement. Ça c'est bien, réfléchi. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Même immédiatement. Même comme ça, il n'y aura plus à chercher un bouc émissaire. Félix devra répondre lui-même. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est une stratégie de communication. Un exitoire, c'est la MONUSCO. Et le peuple a orienté la colère. Tu as vu ce que le peuple a fait contre la MONUSCO. Ce qu'il n'est pas en mesure de faire contre les institutions, sinon ça sera pris pour une tentative de putsch, de subversion, d'insurrection. Ils l'ont fait contre la MONUSCO. Ils se sont défoulés, mes compatriotes de l'Est. Mais quand la MONUSCO sera partie, c'est le gouvernement qui prendra ça, en pleine figure. Ils se trompent. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à cette stratégie de communication-là. Je ne peux pas y répondre. Donc, c'est quand ils arrivent, mais l'état de siège, on en est où? Le résultat. Quand vous mettez en place une opération, il y a des objectifs à court, à moyen, à long terme. Quels sont les objectifs qui avaient été fixés quand l'état de siège a été décrété? Ont-ils été atteints et à quelle hauteur? Zéro. Et pour encore chercher toujours un échappatoire, parce que ça c'est le chic de Félix, quand il s'est rendu compte que l'état de siège n'apportait pas de résultat, tout de suite il est allé embrasser les Ougandais sans trop réfléchir. Et la mutualisation, quel résultat ça a donné? Et maintenant c'était un statu quo. Il ne sait plus comment sortir, ni de la mutualisation, ni de l'état de siège, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Et là, on laisse pourrir la situation. C'est cela. Donc, en fait, c'est un gouvernement impuissant
qui lui-même s'est rendu compte de sa non-puissance et qui cherche, sinon ici à pourrir la situation, à maintenir le statu quo, plutôt là-bas à trouver un bouc émissaire. C'est une stratégie bien claire. Très bien. Bien claire. Stratégie bien claire. Oui. Avant de finir, 5 minutes, honorable. Le président de la République va s'exprimer aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, on ne sait pas quand même mettre la charrue devant les bœufs, mais certainement qu'il va revenir sur la situation générale du pays. Aussi, par rapport à la situation de l'Est, on ne sait pas s'il prendra position comme Joseph Kabila qui avait à son temps demandé le retrait progressif de la force onusienne qui n'arrivait pas à être opérationnelle sur le terrain. Donc, beaucoup d'interrogations, mais au moins nous allons voir d'ici 23 heures ce que sera le discours du président de la République. Mais entre-temps, au pays, la CENI a réceptionné un lot de kits d'enrôlement en perspective des élections, des probables élections de 2023. Honorable Mike, on finit avec cette question, on ne sera pas trop abondant. Est-ce que ce sont des bons signes du côté de la CENI? Vous parlez dans l'eau, je ne sais pas combien de machines, il y a tout un flou autour de cette question. Vous savez dans quelles conditions l'appel d'offres a été lancé. Des voix se sont élevées pour dénoncer la surfacturation, là où une ou deux entreprises avaient proposé un marché à près de 50 millions de dollars. On a préféré attribuer ce marché à Mirou à plus de 90 millions de dollars dans les mêmes conditions. Donc vous voyez-vous, il est difficile de se prononcer là-dessus. Vous parlez dans l'eau, je ne sais combien de machines. Ce que j'ai appris par voie de presse, c'est qu'il y a quelques machines qui sont arrivées et qui vont servir d'expérimentation. Je ne sais sur quel site qui a été identifié. Je l'ai entendu dans un média ici. Alors, on va passer à l'expérimentation. On ne nous dit pas quand est-ce que l'enrôlement va commencer. Parce que nous voulons avoir des indications claires. Quand est-ce que l'enrôlement des électeurs commence et que ça prendra combien de temps. Vous savez, ça se déroule par zone. Vous avez la zone ouest ici, Kinshasa et Bandundu, le Grand Bandundu et le Congo central, ainsi de suite, le Kasaï central. Et nous prenons aussi, je crois, avec le Grand Équateur. Et vous aurez l'Est par la suite. Mais vous avez 2 ou 3 mois pour chaque zone. On ne nous dit pas quand est-ce que l'opération sera lancée. Il y a plein d'incertitudes. Moi, je ne regarde pas ces incertitudes-là. Moi, je continue à renouveler notre position qui est bien connue. Elle est claire que nous voulons avoir les élections à date, en 2023. C'est clair. Merci beaucoup. C'est aussi simple que cela. Nous avons obtenu une certaine avancée, si ce n'est pas un bluff, d'entendre Denis Kadima dire que les élections seront organisées par voie de vote semi-électronique. C'était un combat de mon parti, de mon leader Moïse Katumbi Chapoué. J'ai dit que c'est une nouvelle que nous avons reçue avec beaucoup de bonheur, en nous disant, bon là, auquel nous pouvons nous rassurer que c'est maintenant de notre côté à nous de travailler pour savoir comment contrer la tricherie. En tout cas, le mode semi-électronique, nous l'avons déjà pratiqué, nous le connaissons assez, donc nous pouvons bien travailler à anticiper sur la tricherie. Mais en ce qui concerne le processus électoral, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de calendrier. Nous sommes dans la seconde moitié du mois de septembre. Nous sommes à moins de, on ne dira pas 18 mois ou 15 mois, parce qu'en fait les élections doivent, la convocation du corps électoral, c'est bien avant la date des élections. Il y a bien d'étapes, donc ça signifie qu'on peut même dire qu'on est à 6 mois d'élections. Il n'y a aucune indication sérieuse, aucune indication claire. Donc, c'est bien triste. Mais notre position reste celle-là. Et le moment venu, nous aviserons, nous appellerons le peuple à prendre sa responsabilité. C'est vraiment clair. Merci. Dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire aux Congolais d'avoir foi. D'avoir foi. On peut tout nous prendre, nous brimer, nous jeter en prison. Mais c'est cette foi qui fera que demain, nous pourrons nous mettre à nouveau debout pour changer le Congo. Comme on dit dans la Bible, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est cela. Donc, ayez cette espérance des choses que nous ne voyons pas, chers compatriotes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'ai recevé pour vous l'honorable Mike Mukeba Imkoso. Il est
député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de Lingouala. Il est cadre au niveau d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Chapoué, acteur politique, ancien journaliste, ancien confrère. C'est avec lui que nous avions analysé ces questions d'actualité. Si l'émission vous a plu, dites merci à Derrick Lonkeba et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Elkala TV. Merci.